Quand on regarde ce qui s'est passé au sein de la zone euro, là, on a des modifications plus sensibles, en particulier sur l'écart de taux entre la France et l'Allemagne. La fin de l'incertitude que l'on vient de décrire sur le budget français a conduit à un resserrement de l'écart de taux assez sensible d'entre 10 et 15 points de base entre la France et l'Allemagne, donc entre 0,10 et 0,15% entre la France et l'Allemagne. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Philippe et Bonjour. merci de nous retrouver pour ce nouveau webinaire. Avant de donner la parole à Philippe, ce que je vais faire comme à mon habitude, c'est reprendre les conclusions qu'on a eues lors du mois de janvier. C'est vrai que nous avions dressé un constat assez clair. L'économie américaine affichait une très bonne résilience, portée à la fois par un marché de l'emploi qui est robuste et une consommation qui est, elle, dynamique. Tandis qu'en Europe, le ralentissement industriel et la stagnation de la demande intérieure freinaient justement la croissance. Dans ce contexte, la Fed, sous la houlette de Jérôme Powell, affichait une posture plus restrictive, rappelant que la lutte contre l'inflation restait sa priorité. À l'inverse, la BCE, confrontée à une économie en perte de vitesse et une inflation sous contrôle, laissait, elle, entrevoir une baisse des taux plus rapide sur cette année 2025. Enfin, nous anticipions alors une quantification progressive de la courbe des taux, avec un écart croissant entre les taux courts et les taux longs, notamment en raison du désengagement progressif de la BCE sur les marchés obligataires. L'instabilité politique en France, entre incertitude budgétaire et tension sociale, nous incitait à une prudence accrue sur les taux. Des interrogations persistaient sur la capacité justement de l'État à maîtriser ses déficits, rendant les obligations françaises plus sensibles au mouvement des marchés. Aujourd'hui, ces tendances se sont-elles confirmées? Quels nouveaux signaux faut-il surveiller pour les mois à venir? On va décrypter tout ça avec Philippe, bien évidemment. Voilà. Alors effectivement, ce que l'on a constaté depuis notre dernier webinaire, c'est que les situations économiques, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, ont finalement peu varié fondamentalement, et qu'en revanche, on a eu une agitation politique qui a pu avoir un impact sur les marchés et entraîner de la volatilité. Si on regarde ce qui s'est passé sur les chiffres fondamentaux de l'économie, on constate que les derniers chiffres publiés aussi bien en Europe qu'aux États-Unis confirment les tendances que l'on avait précédemment, avec une croissance américaine qui continue à très bien se tenir. On voit que les PMI sur ce tableau, tels qu'ils ont été publiés le 24 janvier aux États-Unis, sont encore au-dessus des 50, qui est la frontière entre la récession et la croissance, même s'ils sont un peu plus bas que précédemment. L'inflation et le taux de chômage, pardon, aux États-Unis continue à être très bas, ce qui montre les tensions qui existent encore sur le marché du travail. En zone euro, on a des PMI qui sont légèrement meilleurs que ce que l'on avait le mois précédent, mais on reste aux alentours des 50, donc il n'y a pas de progression véritablement significative. Et on a une petite hausse du chômage qui montre que l'activité n'est quand même pas au beau fixe. Et d'ailleurs, tout ça confirme les chiffres qu'on avait montrés via l'OCDE, effectivement, avec une Absolument. croissance un peu atone. Voilà, une croissance atone en zone euro, toujours attendue aux alentours des 1%, et une meilleure croissance aux États-Unis, plutôt aux alentours des 2,5-3%. Sur le front de l'inflation, on a eu également des chiffres qui ont été publiés récemment. Et là, on voit qu'il y a, comme on le disait déjà un peu le mois dernier, une résistance de l'inflation, aussi bien en zone euro qu'aux États-Unis. On voit que les chiffres d'inflation sous-jacente qui ont été publiés le 15 janvier aux États-Unis sont à peu près du même niveau que le mois précédent, même s'ils sont légèrement au-dessous, à 3,2%, mais ils restent au-dessus des 3%, et l'inflation globalement est à 2,9%, donc en hausse par rapport au mois précédent et toujours assez proche donc des 3%. En zone euro, on a des niveaux d'inflation qui sont plus faibles,
Mais on voit que l'inflation sous-jacente, telle qu'elle a été publiée le 3 février, est du même ordre que le mois précédent, à 2,7, et que l'inflation globale, donc les prix à la consommation, reste à un niveau de 2,5%, donc légèrement supérieur au mois précédent. Dans les deux cas, on attend une inflation qui continue à baisser, mais pour l'instant, ça ne se reflète pas véritablement dans les chiffres qui sont publiés. Pour autant, donc comme nous l'anticipions le mois dernier, comme l'a rappelé Édouard, on a bien eu une baisse des taux de la part de la BCE lors de sa dernière réunion, qui a baissé ses taux de 0,25%. Et on a bien eu une politique plus attentiste du côté de la Fed, qui, elle, a maintenu ses taux en ayant plus d'éléments sur la politique qui sera conduite par le nouveau président. L'impact de ces différentiels de taux et puis les attentes sur la politique de la nouvelle administration américaine ont renforcé le dollar par rapport à l'euro, qui est revenu de ses niveaux les plus élevés. Et ça sera d'ailleurs un facteur important à considérer pour la BCE dans ses prochaines décisions de politique monétaire. La grande question ce mois-ci, ça a été, et ça restera encore probablement pour quelques mois, la question des barrières douanières que Donald Trump veut instaurer aux États-Unis, qui a été un des éléments de base de sa campagne. Et effectivement, il a annoncé d'ores et déjà une hausse des tarifs douaniers de 25% sur les importations canadiennes et mexicaines et de 10% sur les importations chinoises. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le Canada, la Chine, le Mexique, ça représente à peu près 43% de la totalité des importations des États-Unis. Donc, c'est un poids très significatif dans l'économie américaine. Et il faut rappeler également que 15% des biens de consommation aux États-Unis sont importés. Donc, si on met en place ces tarifs douaniers, eh bien, ça aura nécessairement un impact sur l'inflation aux États-Unis, et cet impact est estimé entre de l'ordre de 0,7 à 1,2%, donc autour de 1% sur l'inflation. Donc le consommateur sera directement Donc le consommateur américain sera directement impacté. Alors, ça reste une estimation parce que de différents éléments peuvent réduire cette inflation liée aux tarifs douaniers, avec une partie de ces coûts supplémentaires qui seraient éventuellement absorbés par les entreprises américaines ou d'ailleurs les entreprises exportatrices vers les États-Unis. Et puis, éventuellement, la substitution de fournisseurs locaux, ce qui est l'objectif, Mmh. aux fournisseurs venus du Mexique, du Canada ou de la Chine. Pour autant, on n'a pour l'instant encore pas de certitude sur cette politique. Non seulement on n'a pas de certitude sur son impact, mais on n'a pas de certitude non plus sur sa mise en œuvre, puisque à peine annoncé, et ces augmentations de tarifs douaniers ont fait l'objet de reports, aussi bien vis-à-vis du Mexique que du Canada, de un mois, et donc des négociations vont évidemment s'engager pour voir si véritablement ils vont être mis en place. L'autre élément de politique qui a eu un impact significatif sur les marchés de taux, c'est le budget français et tout ce qui s'est joué autour de ce budget. Euh, on a maintenant à peu près la certitude qu'on aura un budget en France, ce qui n'était pas gagné il y a quelques semaines. Et ce que l'on constate, c'est que c'est un budget un peu sans goût ni saveur, où, sans trop de surprise, on augmente essentiellement les impôts pour essayer de réduire les déficits, et puis on a un impact assez modeste finalement sur les dépenses
qui se réduisent également, mais plutôt par ce qu'on appelle un coup de rabot, Mmh. Ouais, sans c'est-à-dire une réduction limitée des dépenses sans véritable réforme de fond qui changerait la donne pour les budgets de ces prochaines années. Donc, l'aspect positif, c'est qu'on a un budget. L'autre aspect positif, c'est que ce budget a pour vocation de réduire le déficit, qui passerait de plus de 6% à 5,4%. Donc ça limite l'incertitude qui était le principal handicap de l'économie française et des marchés de taux français ces dernières semaines. Mais pour autant, on n'a pas un budget qui donne une vision claire de la route que l'on va suivre pour réduire les déficits dans les prochaines années. Donc ce principal élément positif, qui est la réduction de l'incertitude, sur les déficits français, a eu un impact sur les marchés de taux, comme on va le constater. Si on regarde les courbes des taux françaises et allemandes, elles ont peu bougé finalement pendant le mois. On voit que les courbes jaunes et rouges se superposent Mmh. grosso modo. Donc la jaune, c'est la courbe des taux au 31 décembre et la rouge au 4 février. Et en France comme en Allemagne, les modifications sont faibles. C'est la même chose aux États-Unis, où on a une courbe des taux qui est sensiblement la même que celle que l'on avait il y a un mois. Les éléments plus intéressants et plus significatifs se situent sur les écarts de taux entre les différents pays. Et on voit que sur le graphique en haut à gauche, l'écart de taux entre l'Allemagne et les États-Unis est resté relativement stable, avec une volatilité toutefois assez importante. Et donc, cette volatilité reflète justement l'incertitude sur la politique qui sera menée aux États-Unis et son impact sur Ce les qui va niveaux de taux. driver en fait les politiques européennes donc Voilà, qui va avoir un effectivement ça impact aussi sur les politiques européennes. En revanche, quand on regarde ce qui s'est passé au sein de la zone euro, là, on a des modifications plus sensibles, en particulier sur l'écart de taux entre la France et l'Allemagne. La fin de l'incertitude que l'on vient de décrire sur le budget français a conduit à un resserrement de l'écart de taux assez sensible, entre 10 et 15 points de base entre la France et l'Allemagne, donc entre 0,10 et 0,15% entre la France et l'Allemagne. On est encore au-dessus, comme on le voit sur le graphique, de l'écart de taux que l'on avait en juin dernier. Mais on voit que cet écart de taux se rétrécit compte tenu de la situation plus claire sur le budget français. On a aussi des écarts de taux qui se rétrécissent entre l'Espagne et l'Allemagne, ou l'Italie et l'Allemagne. Et cela, ça reflète le fait que la situation économique en Espagne, en Italie ou au Portugal sont aujourd'hui meilleures que les perspectives que l'on peut avoir sur l'Allemagne, où la croissance est à l'arrêt alors qu'elle est très forte. avec les chiffres qui sont sortis la semaine dernière Voilà, effectivement. en Espagne, par exemple. Donc ça se reflète dans les écarts de taux qui ont tendance à se rétrécir sensiblement en zone euro. Sur les écarts de taux entre emprunt des entreprises et emprunt d'État, on a eu un léger réélargissement de l'écart de taux, essentiellement par la baisse des taux sur les emprunts souverains. Mais là aussi, on reste plutôt avec des écarts de taux entre entreprises et États qui sont assez faibles. Et donc, le risque de crédit est relativement peu rémunéré actuellement. Comment est-ce que tout cela s'est traduit dans notre portefeuille du fonds Origine que nous conseillons? Eh bien, comme nous l'annoncions le mois dernier, nous avons continué à allonger la vie moyenne du portefeuille, qui dépasse aujourd'hui les 5 ans. Et surtout, vous voyez sur le graphique de droite que le fonds que nous conseillons est bien positionné sur la courbe des taux pour bénéficier de la baisse des taux courts et de la pentification de la courbe, une courbe relativement pentue aujourd'hui.
puisqu'on a pas mal d'échéances qui sont sur le 1-3 ans, qui est la partie de la courbe où les taux devraient baisser, le plus. Peut-être rapidement à rappeler à ceux qui nous regardent justement, c'est quoi ce phénomène de surfer sur la courbe Alors, et quel impact en fait ça a pour, les gens qui se positionnent via bien ça, Blocking? c'est simplement que, lorsque vous avez le passage du temps est un élément essentiel dans la gestion obligataire. C'est important de le rappeler. Et voilà, et donc, lorsque vous détenez une obligation, à 3 ans et qu'1 an se passe, eh bien, elle n'a plus que 2 ans. Donc si le taux du 2 ans est beaucoup plus bas que le taux du 3 ans, eh bien, vous bénéficiez de cette baisse de taux sur l'intervalle, même si la sensibilité de l'obligation, elle, a tendance à, diminuer fortement avec le passage du temps. Si on regarde donc aujourd'hui quelles sont nos anticipations pour les semaines qui viennent, on peut dire que, un peu paradoxalement, on est rentré dans une espèce de nouveau round de négociations, sauf que, lorsqu'on parlait de round de négociations sur le commerce international précédemment, il s'agissait de négociations multilatérales visant à faire baisser les tarifs douaniers, et là, on est plutôt rentré dans un round dans lequel on a des négociations bilatérales entre les États-Unis et ses différents, partenaires, et l'objectif n'est pas tant de faire baisser les tarifs douaniers que d'essayer d'éviter qu'ils augmentent. Donc ces rounds de négociations, bilatérales, créent une incertitude qui, sans doute, va contribuer encore, à la volatilité des marchés de taux. L'impact de toutes ces négociations, sur les économies, réelles, c'est-à-dire sur la croissance et l'inflation, reste donc, assez incertain, tout autant que ces négociations bilatérales. On l'a bien vu, en l'espace de quelques jours, on a eu augmentation des tarifs douaniers, puis report de l'augmentation, et donc le bout du chemin n'est pas encore, en vue sur l'ensemble de ces négociations. L'autre élément qu'il va falloir, observer, de près, c'est, l'inflation, parce que les banques centrales, avaient, une direction assez claire pour leurs taux qui était, à la baisse. Avec, une inflation qui résiste plus que ce que l'on pouvait, attendre, on l'a déjà vu avec la Fed, mais ça pourrait se voir aussi avec la BCE. On pourrait avoir des banques centrales un peu plus prudentes, dans les mois qui viennent sur la baisse des taux. Pour autant, la croissance en Europe restant, très faible, et bien plus faible qu'aux États-Unis, on peut penser effectivement qu'en Europe, il y aura les baisses de taux seront plus importantes que, ce que l'on connaîtra, aux États-Unis. Mais écoutez, merci, c'était très clair. J'espère que ça l'a été aussi, pour vous et puis, on vous retrouve, le mois prochain, pour refaire le point, ensemble. Merci pour votre écoute. Au revoir.